Bonjour à toutes et à tous, voici un nouveau numéro de C'est juste entre nous, ici dans cette ambiance conviviale, décontractée. On entend un peu des bruits de cuisine, là, mais on est au Vieux Carré, c'est ça aussi qui en fait l'agrément. Vous l'avez noté, si vous avez suivi nos 3 formats précédents, nous avons reçu 3 invités qui n'appartenaient pas au monde économique, et là pour la première fois nous recevons un dirigeant d'entreprise, un peu atypique, j'en suis persuadé. Il s'appelle Marc-Antoine Troletti. Bonjour Marc-Antoine Troletti. Bonjour. Alors, je commence toujours en disant que ça me fait plaisir. Alors, on pourrait se demander, quand on nous regarde, si je suis sincère. Là, ça me fait plaisir, mais en même temps, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous savez pourquoi ça me fait plaisir de vous recevoir? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai invité? Alors, vous m'avez dit oui, tout de suite. Merci d'être là ce soir. Pourquoi je vous ai invité? Qu'est-ce qui m'intéresse? D'abord parce que ça me fait plaisir à moi, déjà. Et je savais que ça vous ferait plaisir. Et que la sincérité, c'est certainement un des sentiments humains avec lesquels on peut le moins tricher. Quand quelqu'un n'est pas sincère, on finit par le voir tôt ou tard. Et donc, je considère que vous êtes un homme sincère, on se connaît. On se connaît juste un peu. Un Mais en tout cas suffisamment pour que j'ai pu déceler chez vous cette sincérité. Donc, lorsque vous dites que ça vous fait plaisir, je vous sais sincère. Mais et c'est réciproque. Ouais. Maintenant, ce qui peut vous avoir attiré, je ne sais pas, peut-être une curiosité, peut-être aussi une forme de complexité, peut-être à la fois une forme de mystère, je ne sais pas, le sentiment à la fois de savoir qui je suis et en même temps de ne pas trop savoir. Marc-Antoine Troletti serait-il, il le dit lui-même, l'homme mystérieux, le dirigeant économique mystérieux? J'avais dit qu'il était un peu atypique, ce sont ses premiers mots et quelque part il en convient. Alors, 2-3 mots sur votre entreprise, on n'est pas là pour parler entreprise, mais quand même, vous êtes à la tête de Socor Troletti, une entreprise de BTP, on va dire. Hein. Oui, tout à vous faites de la construction, des routes aussi. Oui, bien sûr. Des autoroutes. C'est notre ADN. D'ailleurs, on a des autoroutes, non, ça c'est une taille qui nous dépasse. Je vous voyais un peu plus important que vous l'êtes. En tout cas, des routes. La société, c'est à peu près 110 personnes, c'est à peu près un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais encore une fois, on n'est pas là pour parler de l'entreprise. Alors oui, effectivement, qu'est-ce qui m'intéresse chez vous? Vous avez parlé de complexité. Moi, je ne suis peut-être pas le seul d'ailleurs de ceux qui vous connaissent, avoir envie de parler d'un personnage romanesque. Qu'est-ce qui, chez vous, pourrait provoquer ce sentiment d'avoir affaire à quelqu'un de romanesque? Presque un personnage de roman, je vous verrais bien dans un roman. Oui, c'est une idée qui me plaît assez. D'ailleurs, vous avez prononcé le mot de complexe. Je suis assez attaché à la sémantique et on confond souvent le complexe et le compliqué. Ce qui est complexe, c'est l'être humain est complexe par définition, la vie, ce qui nous entoure. En revanche, souvent les choses sont aussi simples et on a tendance, nous, à les compliquer. Donc ce qui est compliqué, c'est ce qui relève de l'intervention de l'homme. Ce qui est complexe, c'est la nature, c'est ce qui nous entoure. Il faut accepter la complexité des choses, mais ne pas les compliquer en plus. Vous voyez, il y a toutes ces nuances-là, et la langue française, de ce point de vue-là, est extraordinaire parce qu'elle nous permet de maîtriser toutes ces subtilités et d'éviter parfois des contresens. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe à décrire un dirigeant d'entreprise comme quelqu'un de romanesque? J'ai noté d'ailleurs que vous n'avez pas nié, hein, vous n'avez pas nié le mot que j'ai utilisé. Est-ce que finalement ça fait bon ménage avec la direction d'une entreprise? Bien sûr, parce que d'abord, il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de chefs d'entreprise dans notre pays et par le monde, et tous ne correspondent pas à stéréotype. Donc on se fait un stéréotype de chef d'entreprise qui n'est pas la réalité. Un chef d'entreprise, il a une vie en dehors de son métier de chef d'entreprise, de son activité, parce que c'est même une activité des chefs d'entreprise, une activité humaine, mais il a une vie aussi en dehors. Mais tout comme nos salariés, moi je sais que dans mes salariés, j'ai des gens qui, dans leur vie privée, sont dans des associations, dans une vie associative, et parfois ont des responsabilités importantes, donc ils sont eux-mêmes chefs d'entreprise. Vous voyez, la complexité, c'est fait aussi de ça. On veut réduire dans notre monde les choses à quelques phrases simples, alors qu'en réalité, tout est extrêmement complexe, et c'est justement la beauté du monde qui vient de cette complexité. La complexité, elle fait la beauté du monde. Il faut l'accepter, il faut aussi la comprendre, et puis il faut aussi savoir en jouer. Donc le romanesque, c'est peut-être aussi de savoir jouer d'une certaine complexité, de savoir s'en servir aussi parfois. Vous êtes Lyon, vous êtes né un 20 août, vous avez 57 ans, vous avez 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et vous dites assez volontiers, hein, vous savez, avant de recevoir les invités ici, je me renseigne, hein, je vais fureter du côté des proches, vous dites assez volontiers, j'ai 2 beaux succès dans ma vie, mes enfants, et le fait d'avoir réussi à tenir la distance pendant 24 ans de cette entreprise que j'ai repris après mon papa. Oui, c'est exact, c'est un vrai challenge. Les enfants, toute personne qui a des enfants et qui prévoit une succession ne peut être que fière de cela. Et moi, comme
comme tous les parents, je suis extrêmement fier de mes enfants, de ce qu'ils sont, de la façon dont ils vivent, et j'essaye de les accompagner, mais aussi de les laisser vivre. Hein. Vous savez, on a tous cette question fondamentale avec nos enfants, c'est est-ce qu'on doit les protéger ou est-ce qu'on doit les exposer? Et on passe notre vie éducative à osciller entre les deux. Parfois on les surprotège et parfois on les surexpose. Et je pense que comme toujours, la complexité, c'est qu'il faut trouver une forme d'équilibre entre les deux, à la fois les protéger et à la fois les exposer. Et puis oui, reprendre une entreprise parce que c'est un challenge, c'est d'autant plus un challenge. Excusez-moi, pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça veut dire que quand vous avez repris, finalement, vous étiez face à une forme de doute et que vous vous demandiez si vous en seriez capable, ce qui n'a rien d'honteux d'ailleurs? Non, pas du tout. Alors oui, le doute, oui, parce que je suis quelqu'un qui doute en permanence, et je pense que le doute, c'est pour moi le début d'une forme d'intelligence. Contrairement à l'impression qu'on a de vous, mais ça, on va y revenir. Peut-être. C'était un vrai challenge parce que je n'étais pas forcément prédestiné pour faire cela. Et j'ai coutume de dire que dans la vie d'un homme, les grandes décisions de notre vie, se marier, avoir des enfants, chercher un travail, on les prend rarement avec des critères cartésiens objectifs, mais très souvent avec des critères intuitifs. Au final, c'est l'intuition qui nous amène à prendre des décisions. Et c'est vrai que la décision que j'ai eue maintenant plus de 25 ans, de proposer à mon papa de venir travailler avec lui et de lui succéder, est une décision qui relève plus de l'intuition que d'autres choses et que je ne regrette pas, même si elle était ponctuée de beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Mais voilà, c'est la vie de l'entreprise, c'est la vie de l'entrepreneur. J'ai eu un père avant moi, j'ai eu un grand-père. Je suis la troisième génération, et vous savez ce qu'on dit souvent, la première génération elle crée, la deuxième elle développe, et la troisième, on dit souvent de manière sous la forme de boutade, elle bouffe la baraque. Alors j'ai essayé très modestement de ne pas bouffer la baraque, et pendant ces 25 ans maintenant, voilà, c'est un vrai challenge et surtout un plaisir et un honneur. Vous avez un associé avec lequel vous vous êtes un peu diversifié, vous êtes allé du côté de la promotion immobilière. Et cet associé, lorsqu'on l'interroge et qu'on lui dit tout simplement qu'est-ce que vous pensez de Marc-Antoine Troletti, puisque vous êtes proches, vous travaillez ensemble, il dit Marc-Antoine Troletti, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite depuis toujours. Marc-Antoine est un homme sur lequel on peut compter, c'est un peu mon grand frère. Bah, ça me touche beaucoup qu'il puisse penser ça, parce que je sais que le connaissant bien, je sais que s'il l'a dit, c'est qu'il le pense. C'est fort, ce sont des mots très forts. C'est très fort, oui, mais alors peut-être que j'aurais dû citer une troisième chose dont je suis fier dans ma vie, c'est qu'en général j'ai des relations humaines assez fortes et profondes avec les gens qui m'entourent et que je suis très fier de la relation que j'ai avec cet ami. Je préfère parler d'ami d'associé parce que c'est d'abord un ami. D'ailleurs, je pense que dans la vie, on ne peut pas s'associer avec quelqu'un d'autre qu'avec un ami si on veut qu'une association soit profonde et durable. Sinon, ça risque de tourner mal. Ça peut être compliqué, on a tous des exemples. Je dis, ça peut tourner mal aussi avec des amis. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais un ami, c'est quelqu'un qui connaît tellement bien vos défauts que malgré tout, il vous aime quand même. Quelques mots quand même sur Marc-Antoine Troletti, dirigeant d'entreprise. Un dirigeant d'entreprise, il est face à une mission complexe, on le sait, et il faut trouver le moteur de se lever le matin. Et vous, votre moteur, d'après ce qu'on dit, ce qui vous fait lever tous les matins, c'est le personnel. C'est votre personnel qui vous fait lever le matin, en gros c'est l'humain. Alors, je vais me permettre de vous rectifier parce que ce n'est pas mon personnel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le personnel de l'entreprise. Voilà, exactement. Il ne m'appartient pas. Personne n'appartient à personne. Et j'ai donc une relation assez forte avec les salariés de mon entreprise, dont je considère que chacun a un rôle essentiel. Nous sommes tous un maillon d'une chaîne. Et ils ont un rôle fondamental. Même si on dit souvent qu'un escalier, ça se balaye en commençant par la marche d'en haut, ce qui veut dire que dans une organisation humaine, il faut regarder d'abord en haut lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Et pourquoi celui qui est à la tête de l'organisation n'a peut-être pas réussi à l'optimiser. Et donc, je pars du principe que lorsqu'il y a dans mon entreprise un dysfonctionnement, une erreur, le premier responsable, c'est moi. Pour autant, lorsqu'on a des succès, c'est une responsabilité commune. Nous partageons les succès parce que je considère que j'ai une entreprise dans un métier qu'on appelle un vieux métier. Hein, c'est un métier qui consiste à construire des routes et des bâtiments. C'est un des plus vieux métiers du monde. Eh bien, j'ai 90% quasiment d'ouvriers. Et donc, de gens qui ont fait peu d'études et qui, pour autant, je les considère comme autant éclairés que moi. Et ça, je suis très sincère. Et c'est pour eux que vous vous levez le matin? Oui, entre autres pour eux, parce que voilà, ils comptent sur moi aussi, ils ont besoin d'avoir des perspectives et une vision et de les rassurer. Alors, pour autant, on entend dire aussi, malgré toutes les qualités qui vous sont reconnues, que Marc-Antoine Troletti a quelquefois du mal à reconnaître que les choses sont bien et peut-être un peu à complimenter, peut-être tant il est exigeant. Est-ce que ça vient un peu en contrepoint par rapport à ce que vous venez de dire ? Et d'ailleurs, pour le petit trait d'humour d'ailleurs,
on dit il complimente assez peu facilement, sauf quand la cuisine est bien faite. Oui, c'est exact, parce que j'aime bien les bonnes choses, comme beaucoup d'entre nous. Mais alors, le fait que je complimente assez peu, c'est possible. Oui, je pense que c'est vrai. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais oui, peut-être. Parce que j'aime bien le mot d'exigence. Et là aussi, on vit dans un monde où souvent on travestit un peu les mots. L'exigence, c'est important. Quelles sont les personnes envers lesquelles on est les plus exigeants? En règle générale, sont nos enfants. On est exigeant avec nos enfants parce qu'on les aime. Pardonnez-moi. Donc l'exigence, ça n'est rien d'autre que de l'amour. On est exigeant envers les gens qu'on aime, on est exigeant envers les gens dont on pense qu'ils sont capables de faire. Donc l'exigence, c'est ce qui fait avancer le monde, c'est une qualité humaine absolument fondamentale. Je suis, effectivement, je pense, quelqu'un d'extrêmement exigeant. Et la première personne envers laquelle on est exigeant, c'est d'abord soi-même. Donc l'exemplarité va avec l'exigence. Pour être exigeant, il faut être exemplaire. Donc il faut l'être d'abord avec soi-même pour ensuite l'être avec les autres. C'est un principe de fonctionnement qui ne concerne pas seulement l'entreprise, mais toute organisation humaine, quelle qu'elle soit. Un peu plus d'échanges et d'informations donc sur Marc-Antoine Troletti, l'homme. En questionnant autour de vous, on peut entendre dire personnes qui rapportent avoir entendu de votre part cette phrase suivante: je ne suis pas à ma place dans la société en général. Ah, j'y vais tout de go. Je lance mon truc. Alors, comment faut-il entendre ce déclaratif? Que signifie-t-il? D'abord, je pense que je ne dois pas être le seul à penser ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais sur le plateau, c'est vous. Très nombreux aujourd'hui, c'est moi. Oui, ce que je veux dire, c'est que le monde qui m'entoure, je le trouve très souvent imparfait. Et j'aimerais avoir plus de possibilités d'intervenir, d'agir sur ce monde pour l'amener vers ce qui me semble être le plus parfait. Mais aujourd'hui, on a des pouvoirs d'intervention assez faibles. Après, on se donne les moyens dans sa vie de pouvoir agir. Et c'est pour ça que j'ai choisi dans ma vie d'être très présent dans des actions collectives, absolument pas rémunératrices, en tout cas sur le plan pécunier, mais qui m'ont rémunéré très largement sur d'autres plans. On dira deux mots tout à l'heure de quelques expériences collectives qui auraient pu mieux tourner, mais pour en rester à vous-même et puis peut-être un peu revenir dans ce chapitre sur votre apparence, vous êtes l'homme qui porte beau, vous aimez être toujours bien habillé, d'ailleurs on vous reconnaît cette qualité. Ça vient d'où? Alors on sait que vous êtes italien. Est-ce que votre maman qui vous a élevé peut-être vous a inculqué ce fait de toujours bien apparaître? Nous sommes tous composés à la fois d'une partie d'inné et d'une partie d'acquis. Là, en l'occurrence, on va parler de l'acquis, hein, donc ce que j'ai vécu depuis ma plus tendre enfance, et mes parents et ma maman, effectivement, qui m'a toujours habitué à ne pas sortir si on n'est pas fier de soi, si on donne pas une image de soi positive, et c'est d'abord le regard sur soi plus que le regard des autres qui compte. Hein. J'insiste toujours là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est la fierté de soi, l'amour de soi, le regard de soi. Après, ce que les autres personnes pensent, je dirais que c'est finalement assez secondaire. Ce qui est important, c'est ce que l'on pense de soi. Alors, question quand même, parce que ce qu'on pense de soi, certes, mais on est quand même offert quotidiennement aux yeux des autres, au regard, au jugement. Et moi, j'ai quand même une question par rapport à ça. Est-ce que le fait de soigner l'apparence à ce niveau élevé ne vient pas finalement travestir une part de réalité qui pourrait passer directement vis-à-vis d'autrui? Alors ça, c'est une question complexe, par définition. Je ne pense pas. Je pense qu'on peut à la fois soigner son apparence en permanence parce qu'on y prend du plaisir aussi, parce que moi je prends du plaisir à soigner mon apparence. Ça fait partie de ma personnalité, je pense. Et ça, je ne veux pas la renier, c'est comme ça. Pour autant, ce n'est pas compatible avec une forme de profondeur, de regard de l'autre, et surtout d'absence totale de jugement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne juge absolument pas les autres dans leur apparence et dans la façon d'être. Chacun est ce qu'il veut. Et c'est paradoxal et difficile d'expliquer qu'on est à la fois soucieux de son image, mais en même temps dans l'absence totale de jugement de l'autre et dans le respect de la différence. Et le respect de la différence est pour moi une valeur absolument fondamentale qui peut-être explique pourquoi je vous dis que je ne me sens pas dans mon monde d'aujourd'hui, parce que le respect de la différence, ce n'est pas la qualité première de notre société d'aujourd'hui. Mais alors moi j'ai une autre question, quand j'entends quelqu'un me dire je ne suis pas sûr de me sentir bien dans le monde qui m'entoure ou bien dans la société, ça peut s'interpréter autrement, c'est-à-dire qu'on peut se demander si la personne qui tient ces propos n'aurait pas voulu faire autre chose. D'ailleurs, c'est amusant d'ailleurs, quand on regarde un petit peu votre passé, quand on fouille un peu, on voit qu'à 17-18 ans vous êtes allé en Égypte, vous avez pu avoir envie à une époque de devenir diplomate.
diplomate. Allez, grand écart, vous avez été aussi DRH Séquille. Là, aujourd'hui, vous êtes dirigeant d'entreprise. Moi, la question que je me pose, je vais être très franc et puis très sincère, la question me titille. Est-ce que finalement, la reprise de cette entreprise, Secours Toiletti, ne s'est pas inscrite dans le cadre d'une obligation familiale? Finalement, est-ce que ce n'est pas le rapport au père, une forme de contrainte? Et est-ce que finalement, Marc-Antoine Toiletti n'aurait pas aimé, voulu, pu être complètement autre chose? Alors d'abord, c'est absolument pas une obligation parce que ni mon grand-père ni mon père ne m'ont demandé de reprendre l'entreprise, donc c'est un choix et je l'ai fait en conscience. Une obligation que vous vous êtes peut-être faite à vous-même. Peut-être qu'effectivement, je me suis inculqué un devoir, mais je pense que dans notre vie, c'est important aussi de faire nos devoirs et faire ce qui est important. Maintenant, peut-être la chose intéressante que je trouve dans ce monde, c'est qu'on a une espérance de vie bien plus importante qu'on avait il y a quelques décennies, et donc c'est pas fini. J'ai la chance d'être en forme, de n'avoir que 57 ans, pas tout à fait encore, et donc j'ai encore une vie derrière, donc il y a d'autres choses que je pourrais faire encore, j'ai encore plein d'idées. Alors vous avez d'autant plus une vie derrière que, on va en parler, puisque vous acceptez d'en parler, que vous avez survécu, on peut le dire, j'utilise le terme volontairement, vous avez survécu à une épreuve très difficile, bien sûr, celle de la maladie. Il y a un certain temps, on vous diagnostique un mauvais lymphome qui s'attaque à la rate, et puis, alors brutalement, je ne sais pas si ça vous a été dit avec ménagement ou sans ménagement, mais en gros, on vous dit, il vous reste 3 mois à vivre. Oui, c'est ça. Donc vous acceptez d'en parler, c'est pour ça que je vous pose la question. Bien sûr. Et en plus, forcément, d'autres personnes qui nous regardent sont touchées par ces choses-là, elles-mêmes ou via leurs proches. Bien sûr. Comment on est frappé quand on est un homme de votre première trempe, chose de qui me votre frappe, statut? La première chose qui me frappe, c'est que vous n'avez pas prononcé le mot de cancer. C'est assez étonnant parce que dans notre société, on a peur du cancer. J'ai eu un cancer, bien sûr, et cancer égale mort en général. Exact. Pour moi, cancer égale vie. Donc le premier raisonnement, c'est qu'un cancer, c'est quelque chose qu'on s'est fabriqué. Et donc si on a su se le fabriquer, même si vous pensez que vous êtes fabriqué votre cancer? Bien sûr, on se fabrique tous notre cancer d'une façon directe ou indirecte. Alors après, il y a des éléments, des facteurs extérieurs qui vont favoriser, bien sûr, l'émergence de ce cancer, mais au départ, c'est quelque chose qu'on se fabrique. Surtout, alors ça dépend quel type de cancer, mais lorsqu'il est localisé, par exemple, sur la rate, qui est un lieu bien connu de la rumination, bien sûr qu'on se fabrique ce cancer. Ça veut dire que vous bouffiez la rate, ça veut dire que vous faisiez de la bile? Oui, d'une certaine façon, oui. Vous savez, les expressions populaires de grand-mère, elles ont souvent du bon sens. Donc bien sûr, j'ai certainement contribué largement au développement de ce cancer, même si après il y a des facteurs exogènes, l'alimentation, la pollution, tout ça, on le connaît. Mais la vraie question, c'est, une fois qu'on vous dit ça, c'est comment vous réagissez par rapport à ça. Ce qui est très intéressant, c'est ça qui nous intéresse. C'est finalement se dire, si j'ai réussi à me le tricoter, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à le détricoter. Donc il faut prendre ça comme un challenge. D'ailleurs, je me souviens, parce que vous connaissez mon goût pour le rugby, et un de mes amis m'a dit, écoute, vu ce que tu as, il va falloir que tu battes le All Black. Donc en rugby, battre le All Black, vous savez que c'est quand même pas la chose la plus facile du monde, donc je savais que le challenge était élevé. Mais après, alors souvent on me parle de courage. C'est une valeur que j'adore, mais en l'occurrence, sans fausse modestie, ce n'est pas une question de courage du tout. Je n'ai pas été plus courageux que les autres, absolument pas. Simplement, il y avait quelque chose au fond de moi qui m'a dit, c'est pas maintenant, c'est pas ton heure. Voilà, et donc là aussi, c'est plus du domaine de l'intuition, c'est-à-dire que j'ai cherché à gérer, et je pense qu'avec le recul, la première des choses à faire lorsqu'on apprend une nouvelle comme ça, pardonnez-moi, c'est que on vous dit que vous avez cette maladie, vous avez un cancer, il ne faut pas le rejeter, il faut l'accepter. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut le laisser rentrer en soi pour mieux le contrôler et ensuite le sortir. Donc cette phase d'acceptation est une phase absolument essentielle, je l'ai compris après, mais je pense que si je n'étais pas rentré dans cette phase d'acceptation et d'intégration de la maladie, je n'aurais pas pu ensuite la rejeter. Voilà. Il paraît que vous alliez jusqu'à faire des pompes dans votre chambre d'hôpital. Oui. Alors, c'est dire à quel point vous aviez envie de vous battre. Me battre, oui, puis surtout... se battre, oui, tout en accueillant, tout en, comme vous l'avez dit. Exactement. Encore une fois, pour ne pas prendre le coup trop fortement, il faut savoir l'amortir. Non, puis il y a un côté atypique dans cette façon de gérer la maladie, c'est que moi je me souviens quand ça m'est arrivé, c'était il y a une dizaine d'années, par exemple les femmes qui avaient un cancer du sein, on leur disait il ne faut pas faire de sport, il faut faire d'activité, il faut vous reposer. Et lorsque je faisais des pompes, certaines infirmières me disaient mais arrêtez, vous allez vous tuer. Et je leur disais mais non, vous allez voir, c'est comme ça que je vais me sauver. Et je pense avoir un petit peu contribué fort modestement à ce que finalement on se questionne sur comment le corps humain réagit. Et finalement le corps, il réagit à vos sollicitations. Et lorsque vous lui donnez envie de se battre, il va se battre avec vous. Et donc il faut aider ce corps à se battre. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une activité sportive continue, j'ai jamais cessé de faire du sport, ça m'a aidé, j'adore le sport, je suis passionné de sport parce que je pense que l'activité physique, de concert avec l'activité intellectuelle, c'est toute cette difficulté, sont essentielles à la vie.
Alors, fait un peu paradoxal, Marc-Antoine Trolletti s'attaque au cancer, il réussit à vaincre le cancer, mais quand il s'attaque à la CCI ou quand il joue un peu au ballon ovale, c'est quelquefois un peu différent. Deux expériences qu'on ne peut pas passer sous silence en discutant d'une manière authentique ensemble. Il y a eu cette aventure qui consistait pour vous à vouloir prendre la présidence d'une chambre de commerce, et puis ce club de rugby dont on sait à quel point vous y avez mis de votre passion, un peu d'argent aussi, on peut le dire, et puis aujourd'hui, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Alors, c'est intéressant votre façon de présenter les choses parce que là, on rentre vraiment dans le sens de la vie. Qu'est-ce qui est important ? Vous avez parlé, juste avant, vous avez dit vous avez vaincu le cancer. Non, je n'ai pas vaincu le cancer. Le cancer, on n'a pas de victoire sur le cancer. Simplement, j'ai réussi à le gérer, à rester en vie malgré le cancer. Ce n'est pas une victoire. D'accord ? Victoire, c'est autre chose. Ça aussi, il ne faut pas mélanger les termes. Le rugby, c'est quoi la victoire ? C'est de gagner un match, c'est de transmettre le club et de faire en sorte qu'il existe encore aujourd'hui, ou d'être soi-même à la tête de ce club envers et contre tout. En réalité, s'agissant du club de rugby, effectivement, on est parti de zéro, puisqu'il y avait eu un dépôt de bilan du club précédent. Il a fallu partir d'une feuille blanche, écrire le projet. Et ce projet, avec quelques amis, je l'ai écrit dans sa substance, dans sa philosophie. D'ailleurs, Richard Hill, qui est aujourd'hui manager général et la figure emblématique du club, porte encore ce projet 6 ans après. Donc c'est dire que ce projet avait du sens et je pense qu'il est toujours pertinent. À un moment donné, lorsque vous êtes 9 ans à la tête d'un club, il faut savoir aussi s'effacer au profit du projet. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez les engagements collectifs et faire en sorte de vous mettre en priorité par rapport à ce collectif. Oui, et puis peut-être qu'on est aussi l'homme d'une époque et qu'on n'est pas forcément l'homme de toutes les époques. On n'est jamais l'homme de toutes les époques et il est très important, moi j'ai dit lorsque j'ai passé la main du club que j'avais mis en place le premier étage de la fusée et que mon successeur avait pour rôle de mettre en place le second étage de la fusée. Maintenant que certaines personnes aient oublié tout le travail qui était fait, c'est pas très important, moi je sais ce que j'ai fait. Alors, vous aimez l'engagement collectif, vous l'avez dit, on sait que vous aimez l'engagement pour votre territoire. C'était assez logique d'ailleurs d'aller essayer de briguer un mandat à la tête d'une chambre de commerce et d'industrie. Avec vos mots à vous, peut-être qu'on n'est pas forcément nombreux à avoir entendu de l'authentique sortir de votre bouche pour cette expérience. Je vais me permettre une fois de plus, pardonnez-moi de vous reprendre, parce que je n'ai pas brigué le rôle de président de la chambre de commerce. Simplement, c'est quelque chose qui est venu naturellement. C'est-à-dire que j'ai exercé le rôle d'élu parmi tant d'autres élus pendant 2 mandats de 5 ans, enfin pendant 10 ans. Et pendant ces mandats, conformément à ma personnalité et ma complexité, je me suis engagé dans beaucoup d'actions très concrètes de la Chambre de commerce. J'étais président de la commission des finances, j'étais président de la commission du développement économique et de l'aménagement du territoire, j'étais vice-président de Neoma, notre belle école de commerce dont vous êtes issu, je crois. Et donc, je me suis vraiment investi très concrètement. Et naturellement, à un moment donné, certaines personnes sont venues me voir en disant « Mais tu ferais un bon président, on aimerait bien… » Donc, c'est par une sollicitation, ça peut paraître prétentieux, mais c'est la réalité. Et donc, l'idée a germé dans ma tête de pouvoir un jour, pourquoi pas, être président de la Chambre de commerce, mais avec une vocation fondamentale, et je tiens à dire cette phrase, ce n'était pas pour me servir, mais pour servir. Cette petite différence, elle est fondamentale. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui viennent pour se servir. Moi, je ne me suis jamais servi, je suis venu pour servir. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ah, mais c'est très simple. En fait, parfois, la vie, elle décide des choses pour vous, et elle fait bien les choses. Et elle a bien fait les choses. Pourquoi ? Les chambres de commerce ont joué un rôle essentiel en France pendant 2 siècles. Vous savez que c'est Napoléon qui a créé, inventé et conceptualisé l'idée des chambres de commerce qui ont eu un rôle essentiel. Depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, les chambres de commerce perdent petit à petit de leur influence parce que notre système d'organisation territoriale fait que les régions, les métropoles, les départements, mais en particulier les métropoles et les régions, ont pris petit à petit le pouvoir sur l'économie du territoire, au détriment des chambres de commerce et que l'État, de façon générale, de manière constante, diminue les contributions aux chambres de commerce. Et 2 rôles d'aménagement du territoire qu'elles avaient pendant des décennies, aujourd'hui, les chambres de commerce, il faut bien le reconnaître, ont un rôle de plus en plus faible. Et le fait d'être chef d'entreprise dans les TP était un peu compliqué. Peut-être que certaines personnes sur la région avaient d'autres ambitions et avaient envie de prendre cette place, que j'ai laissé bien modestement, et je vous dis que pour mon plus grand bonheur, parce que ce que je fais aujourd'hui avec mon ami et mon associé que vous avez bien voulu citer tout à l'heure, je n'aurais pas pu le faire si j'avais été aujourd'hui président de la Chambre de commerce. Et peut-être pour votre plus grand bonheur, pour ce qui est à venir. On a vraiment l'impression, quand on vous écoute, quand on essaie de vous sentir un peu, que finalement la vraie vie, elle est peut-être devant.
Et quand on sait que vous êtes capable, mais encore une fois je le dis parce que ça m'a été rapporté bien évidemment, je n'aurais pas réussi à avoir cette information tout seul, que vous êtes capable, et là encore on revient encore à l'Italie, que vous êtes capable de regarder le spectacle de la nature, par exemple dans les Dolomites, et d'avoir une telle émotion que les larmes vous viennent. Ça veut dire que la vérité, la liberté, l'avenir est quelque part par là? Oui, bien sûr. D'abord, j'aime beaucoup la citation des émotions parce que je pense que nous sommes des êtres d'émotions. Et quand on veut bloquer nos émotions, je pense qu'on fait une grosse erreur. C'est très important. Et effectivement, pour faire le lien avec le début de vos questionnements, si parfois certaines personnes peuvent mal me comprendre, c'est parce que je suis quelqu'un qui suis cash et je mets mes émotions sur la table, si je puis dire. Et parfois, ça peut être vécu comme une forme de faiblesse par des gens qui eux-mêmes ne seraient pas capables de le faire. Pour moi, mettre ses émotions, au contraire, c'est une force extraordinaire. Parce que c'est s'exposer, c'est prendre des risques. Et c'est s'exposer au jugement de l'autre. Donc l'Italie, le pays des émotions? Oui, bien sûr. L'Italie est un pays frère avec la France. Ce sont deux pays qui ont une histoire commune et des frontières parfois qui ont bougé. Mais oui, c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection. J'y ai passé une bonne partie de mon enfance. Je parle cette langue quasiment couramment. Et j'aime ce pays parce qu'il est un amalgame de l'équilibre parfait entre la beauté, la sensualité. C'est un pays extraordinaire. L'Italie du Nord, la région des lacs? En particulier la région des lacs, même si d'autres régions d'Italie sont très belles. C'est un pays d'une très grande diversité. Où aimeriez-vous vous établir en Italie? J'y réfléchis. C'est un sujet du moment? C'est un sujet, oui, ça fait partie des sujets de réflexion. Et oui, je pourrais vivre au bord d'un lac. J'aime beaucoup les lacs, oui, parce que les lacs, il y a le lac Majeur, le lac de Garde, le lac de Côme. J'aime beaucoup. Alors moi, je suis originaire du plus petit des lacs, qui est le moins connu, sauf des cruciverbistes. C'est le lac d'Iseo. Le lac d'Iseo. Voilà. Avec de la ville du même nom. De la ville d'Iseo, tout à fait, et de Sarnico, puisque c'est la ville qui a vu naître les fameux bateaux Riva. Ce bateau en acajou magnifique. Et donc, mais j'avoue que j'ai beaucoup de Vous connaissez plaisir. cet hôtel-restaurant qui se trouve sur les hauts du lac d'Iseo, qui s'appelle Il Due Roccoli? Ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Je serais ravi. Une fois l'émission terminée, je vous donnerai le tuyau. Je suis ravi d'apprendre quelque chose en italien. Bien sûr, moi aussi je suis ravi, d'autant que j'aime bien manger la cuisine italienne. Mais le lac Majeur, oui, j'ai un petit fait pour le lac Majeur. Pour terminer, il paraît que si on avait un clavier et qu'on vous le soumettait, vous seriez capable de nous interpréter un air. Lequel ce serait pour la conclusion de cette rencontre? Quel air de musique aimeriez-vous nous interpréter? Je joue fort mal du piano. J'ai commencé quand j'étais jeune et puis j'improvise, mais ça fait partie peut-être de ma vue future où pour boucler la boucle, il va falloir que je m'y remette et je pense que je m'y remette. Peut-être que vous avez l'occasion de recommencer si j'ai bien compris. Le théâtre aussi est quelque chose qui vous passionne. Oui, les arts en fait, la musique, la lecture. Oui, parce que l'expression de nos émotions, parce que c'est l'expression de la complexité de la vie. On peut être chef d'entreprise, on peut s'engager dans l'action collective, être dans le sport, dans l'enseignement supérieur, et puis aussi dans l'art. Voilà, et c'est la beauté de la vie, c'est cette diversité, cet éclectisme. On vit dans un monde extraordinaire. Vous comptez atteindre prochainement une forme de liberté? En tout cas, je suis en quête de liberté. Oui. Je pense être un homme libre. Est-ce que c'est la quête la plus forte qui vous concerne, la liberté? Probablement, oui. La liberté, c'est assez extraordinaire ce que la liberté permet de faire. Le sentiment de liberté. Je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans ce débat philosophique, je ne sais pas vous dire si je suis un homme libre plus qu'un autre ou pas, mais la quête de liberté, la recherche de liberté, c'est un des plus beaux mots de la langue française, c'est un mot magnifique. Et nous, dans C'est juste entre nous, on est libre de recevoir des invités comme Marc-Antoine Troletti. Merci beaucoup, Marc-Antoine, merci à vous. De nous avoir, comme ça, donné un peu de votre temps pour nous dire un peu plus de vous. Et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro de C'est juste entre nous. Comme j'ai toujours vous m'avez posé une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu, c'est quel morceau j'aimerais jouer. Je vais faire le lien avec le début de l'intervention, vous me parlez de romanesque. Donc je vais vous interpréter, si vous le souhaitez, un prélude de Chopin. Et Chopin, bien sûr, est un des grands romantiques du 19e siècle. Et j'aime beaucoup la musique de Chopin, j'aime beaucoup cette période musicale. Et Chopin, ça ne détonne absolument pas avec l'Italie. Ça marche bien ensemble. Ça va bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous nous quittons, c'est logique, sur un air de Chopin. À bientôt pour un prochain C'est juste entre nous sur PNTV.